Journal de chasse, le dernier chapitre. Le Malzeno n'est plus. Nous avons réussi notre mission et nous sommes félicités. La fête d'hier soir a été longue et on s'est bien amusé. Pourtant, quelque chose nous inquiète. L'histoire n'est pas finie. On nous parle de quelque chose qui contrôlait les Corios, et ce n'était donc pas le Malzeno, qui était juste à première vue un réceptacle. Un nouveau danger va apparaître et Barry doit enquêter dessus. En attendant, je dois remplir des missions. Après l'épreuve époustouflante que fut le Malzeno, je me sens en forme et remis pour affronter de nouvelles créatures. La première que je pars rencontrer est une balzelgueuse. Ce sont de grandes wyvernes volantes, recouvertes de grosses écailles argentées avec des sortes de bombes organiques sous le cou. La créature passe son temps à voler et à bombarder le sol. La créature utilise ses bombes de manière offensive. En effet, il a la capacité de déloger de son corps, un peu à la manière du Cérégios qui balance ses écailles. Le moindre impact peut les faire exploser, et la créature n'hésite pas à bombarder de grands espaces et tout faire péter d'un seul coup. Elle n'hésite pas non plus à s'écraser au sol, en se propulsant sur ses ennemis. Dans les livres que j'ai étudiés à la bibliothèque, ils expliquent que le balzelgueuse se déplace de région en région et cherche des proies comme le fait le Deviljho. C'est une créature qui vole en silence et lâche ses écailles explosives lorsque sa victime est juste en dessous, la surprenant et la piégeant. C'est un monstre agressif qui recherche le conflit. Il n'est donc pas rare de se faire surprendre par lui en plein combat. Il peut se battre souvent contre le Deviljho, qui est une sorte d'ennemi, et les deux adversaires se séparent souvent sous un match nul. J'aurais vraiment apprécié mon affrontement avec ce monstre, que je trouve très beau d'une part, mais qui en plus aurait été très agréable dans la manière dont s'est déroulé l'affrontement. Puis, esquivant et le contournant, je viens porter les derniers coups, qui sonnent son trépas dans un enchaînement fatal. Je vais donc pouvoir enchaîner un deuxième affrontement, et cette fois-ci, direction le Rajan, ou Rajang. J'ai cru comprendre qu'il y avait deux prononciations possibles. À titre personnel, je préfère l'appeler Rajang. C'est une créature très agressive et très compliquée à combattre. D'ailleurs, je note que Hybrid avait fait un pari à la guilde, disant que ce monstre mettrait fin à mon aventure. Très sympathique quand même, ce garçon. Je n'aurais pas grand-chose à dire sur ce match. Il a été violent, ça a été de l'hyper-offense. Il m'a chargé, je l'ai chargé, jusqu'à ce qu'il passe au trépas. Je retourne donc voir l'amiral, qui semble avoir de nouvelles informations. En fait, du moins, je le souhaite. Barry lance le sujet en disant que les Curios ont un comportement spécial. Dépourvus d'hôtes, ils en cherchent un autre pour se nourrir et se déplacer. Le souci, si on en suit la logique, c'est qu'il leur faut un hôte très résistant. Le Malzeno avait cette capacité à pouvoir les supporter. Et je dois donc abattre une créature qui pourrait à son tour devenir leur réceptacle. Aux confins d'une bataille sans merci, deux monstres se retrouvent en territoire inconnu. Et lorsque le maître des lieux s'annonce, aucune attaque, même puissante, ne le blesse. Sa force immense lui permet d'écraser sa proie. Sa rage infinie retentit dans un rugissement assourdissant, avant de dévorer son festin jusqu'au dernier os. Claire éclipse, le Shagaru Magala. Rien ne prouve que les Corios pourraient fusionner avec ce monstre. Mais au vu de sa puissance décrite, si c'était le cas, je n'imagine même pas la menace qu'il pourrait représenter. Il est vraiment capital pour moi de mener à bien cette quête urgente. C'est un dragon ancien, et lors de son combat contre lui, nul doute n'est à avoir, de par sa puissance, son agressivité et les attaques très violentes qu'il peut produire. Ce dragon ancien a tellement marqué les esprits qu'il est l'un des rares à avoir un chant à son effigie, ou un poème comme vous voulez. Il dit ceci: s'il s'entr'ouvre les yeux de l'obscurité, une lumière au loin bientôt se brisera. Mais si de lumière la terre est inondée, toujours sans un mot, une ombre suivra. Si l'aube vient terrasser la nuit et chasser ses serviteurs sous terre, face au crépuscule, le jour s'enfuit, et la nuit ressurgit en un éclair. Ne pleurez point, mes chers enfants. La vie doit mourir pour naître à nouveau. L'heure venue, elle jaillit fougueusement et nous soulage, aux joies de tous nos maux. Tourne, tourne, roue du destin,
tourne, guérit nos chagrins. Cette chanson, ce poème fait référence à une quête qui s'appelait justement la roue du destin. Le culte autour de ce monstre et l'adoration qu'il provoque chez certains est preuve de l'importance qu'il a dans le lore mondial. Plus le combat s'éternise, plus il fait preuve de violence. Ses attaques sont de plus en plus rapprochées, il enchaîne différents combos. Je sais qu'il ne sera pas aisé de venir à lui. Les coups qu'il me donne me sonnent énormément, et je n'en sors jamais indemne. Si le combat s'éternise, c'est lui qui aura ma peau. Je dois donc mettre fin à cela le plus rapidement possible. Alors oui, je noterai que ce n'est pas un combat qui a duré 3 jours comme avec le Malzeno. Ce n'est pas un combat qui a épuisé mes forces comme avec le Lunagaron, ou qui a failli me faire échouer comme avec l'Espinasse. Mais il est clair pour moi que c'est un monstre que l'on ne domine pas facilement, et que si jamais il devait y avoir d'autres rencontres avec lui, je ne peux garantir du résultat final. L'affrontement dans cette créature restera gravé dans ma mémoire, de par le fait de son côté divin, voire biblique. Puis enfin, je commence à le voir montrer les premiers signes de fatigue. Il donne le tout pour le tout, mais je sais que sa fin est proche. Quand il retombe au sol, j'en profite pour passer sous son ventre. C'est là que je lui porterai le coup fatal. Alors, dans un dernier rugissement, il tombe de tout son long. La victoire est mienne. Alors que je marche dans les champs, après ce terrible affrontement, je vois des coriaux s'envoler vers le ciel. Barry avait raison, ils étaient bien là. Peut-être qu'il aurait pu y avoir fusion avec le Shagaru. On a peut-être évité une grande catastrophe. Mais je les vois voler dans une direction, en masse. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Le professeur Tadori arrive, derrière moi, silencieux. Je l'observe. Ces créatures consomment la vie, dit-il. Puis soudain on ressent un pas lourd qui fait trembler la terre. On se retourne et on aperçoit courant vers nous un Anjanat, poursuivi par des coriaux. L'animal a l'air de souffrir puis s'écroule à nos pieds de tout son long. Quelques instants après, des centaines de coriaux se posent sur lui et ont l'air d'absorber jusqu'à la dernière goutte de son sang. Une abomination. Le spectacle est horrible à voir. Tadori a effectivement fait son rapport à l'amiral, expliquant la manière dont les coriaux ont asséché l'Anjanat. Nous discutons du pourquoi du comment. Pourquoi les coriaux agissent ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils se sont attaqués à l'Anjanat et la faim qu'ils avaient? Car les Anjanats sont quand même des monstres puissants et imposants. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment la mort du Malzeno qui provoque cette réaction chez les coriaux? Plein de questions auxquelles on n'a pas les réponses. Mais en tout cas, ces créatures semblent semer la terreur. Un autre nom est lâché. L'archidémon des abysses. Je n'en ai jamais entendu parler avant. Je ne sais même pas à quoi ça peut ressembler. Mais en tout cas, il est clair et net qu'une nouvelle menace se profile. Est-ce que c'est cet archidémon qui maîtrise les coriaux à distance? En tout cas, la question ne se pose pas de suite. Il s'est passé quelque chose sur les terres, et je dois aller voir le désastre. Effectivement, à mon arrivée, je trouve des cadavres partout. Il y a un silence absolu, et terriblement inquiétant. Comme si la mort elle-même avait pris le contrôle de ces terres. Puis je le trouve, le responsable. Un Lunagaron, j'en avais déjà affronté un. Mais celui-ci est entouré de coriaux. Mon inquiétude est à son paroxysme. Cette créature, j'en avais déjà affronté une. À l'époque, j'étais en compagnie de Hybride. Et malgré cela, nous avions reçu tous les deux une blessure très grave. Nous étions sur le point d'échouer la quête. Il s'en était fallu de peu. Fio était intervenu chevauchant une créature, ce qui nous avait permis de l'abîmer davantage et de poser un piège pour le capturer. Cette fois-ci, il n'en sera pas question. Ça sera du 1v1 et je serai obligé de le tuer. Pourquoi les coriaux s'en prennent à lui? Est-ce qu'ils ont décidé d'en faire leur nouvelle hôte et de s'en servir comme habitat, comme ils avaient fait avec le Malzeno? Est-ce que l'archidémon est responsable de ça? Les réponses à ces nombreuses questions devront attendre. Devant moi, j'ai un loup-garou à affronter. Et si jamais je me déconcentre,
mon aventure pourrait bien s'arrêter définitivement. Et cela ne se peut. Pas si proche du but, pas si près de la fin. Je continue donc le combat au mieux. Je vois que j'ai réussi à le blesser. L'amélioration de mes armes et de mes équipements font que je suis devenu beaucoup plus résistant. Zacian et Gandalf aussi ont progressé et sont devenus bien plus forts. Ce qui nous permet de venir à bout de la bête. L'humanité est consumée par les ténèbres et tout sombre dans le chaos. L'archidémon des abysses fera son apparition. Dans sa frénésie, l'archidémon transforme les âmes en flammes errantes. Un bateau arrive à quai. Je suis en compagnie de Fio et de mes autres compagnons. La mission est accomplie, on va pouvoir rentrer tous ensemble. Puis soudain, l'attention de Fio est attirée par une vague de curios qui semble se diriger vers des ruines. On observe tout ce qui se passe. Le professeur Tadori avec nous. Fio lui demande ce qui se passe. Il nous dit que c'est leur instinct, qu'elles ont trouvé leur territoire, que les curios retournent chez eux. Revenir au bercail, c'est toi de Fio. Cela n'est pas possible. Elle a à peine achevé sa phrase que le sol se met à trembler violemment. Je n'ai pas le temps de réfléchir, mais avec du recul, quelle créature peut provoquer un tel séisme? Soudain, les ruines s'effondrent. Ça vient de l'endroit où les curios se sont rassemblés. On essaie de courir vers le pont, pour se rapprocher un peu plus. Une lueur rouge semble sortir des décombres, comme si une bouche vers les enfers s'était ouverte. L'eau se déverse dedans, entourée de curios. Soudain, une patte énorme sort et s'agrippe sur les rebords. Les chevaliers reculent. Fio leur ordonne de se replier. Une pierre d'une taille immense vient heurter un rocher. Un autre bateau arrive. Barry est étonné par la créature. L'amiral donne ses consignes de virer à bâbord. Le combat entre la frégate et le monstre va s'engager. Malgré l'urgence et l'inquiétude, je savoure cet instant. C'est la première fois que je vois l'amiral en action. Il donne son commandement. Il demande d'aller en avant maintenant, prêt à charger la bête monstrueuse. Ils se retrouvent face à face. La créature est immense. Un côté reptilien, elle lance des rochers qui pourraient faire la taille de maison. Lushika saute sur le pont et détruit le rocher. Je n'aurais jamais douté d'elle, elle m'a accompagné durant maintes missions. Les Dragonators 1 et 2 sont déployés, nos armes les plus puissantes contre les monstres. Le mousse donne les informations, les armes sont chargées. L'archidémon des abysses essaie de s'avancer, de sortir de son trou. Rien que son hurlement arrive à stopper le navire. Il faut le stopper avant qu'il sorte. Feu, ordonne l'amiral. Barry actionne les leviers. Le premier Dragonator part, filant droit vers la créature et se plantant dans son abdomen. Il pousse un cri de douleur, alors que l'arme s'active. Des flammes jaillissent. Est-ce qu'il est vaincu? Il se rattrape, luttant comme il peut, puis finit par tomber dans le trou. Les cris de joie sont poussés. Le monstre est repoussé. Mais cette créature, on n'en a pas fini pour autant avec elle. Il va très certainement falloir l'éliminer une bonne fois pour toutes. Si c'est réellement l'archidémon des légendes, ça sera sûrement ma dernière des quêtes. Le moment est venu de faire le débrief avec Barry et l'amiral. On discute de tout et du bilan. Du Malzeno, encore une fois. De l'archidémon des abysses. Des curios. On est d'accord pour dire qu'il n'y a eu aucun lien direct entre l'archidémon et le Malzeno. Peut-être que c'était même deux créatures qui étaient ennemies. L'amiral nous raconte les enquêtes qu'il a menées à côté, d'où la création de son navire de guerre. Mais voilà, Barry avait raison, au final. L'archidémon des abysses est bien là, il est bien présent. Nous savons où il se trouve et il est grand temps d'en finir. Finalement, le Malzeno et l'archidémon se livrent une guerre de territoire.
Le Malzeno est devenu une créature corrompue, car comme le dit si bien Fio, les Curios étaient la pomme empoisonnée que l'archidémon a laissée au dragon ancien. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Sa voix résonne des profondeurs. Le moment est venu. Des profondeurs, on entend « Viens à moi ». Se nourrissant des vies volées, sa puissance ne cesse de croître. Jusqu'à finalement se montrer. Archidémon des abysses, Geismagorn. Le combat s'engage contre cette créature gigantesque. Je fais à peine la taille d'une de ses griffes. Fio et Lutika sont avec moi. Malgré le fait que j'ai l'impression de plutôt le griffer avec mes couteaux plutôt que de lui faire de véritables entailles avec des épées, je poursuis le combat, essayant de le contourner, de le prendre à revers. Le vent hurlait à travers les ruines noircies de l'ancienne forteresse qui venait de s'écrouler, portant des murmures qui semblaient se moquer de ma présence. Je me tenais seul, la flamme de Kamura, dernier rempart contre l'abomination qui s'éveillait dans les profondeurs. Le Geismagorn, une créature dont le nom même était un blasphème. Il se dressait devant moi, une montagne de chair tordue et de carapace chitineuse, baignée dans la lueur infernale de sa propre luminescence. Ses yeux, des gouffres de ténèbres primordiaux, me fixaient avec une intelligence qui glaçait le sang. Je pouvais sentir son esprit, une cacophonie de pensées étrangères et malveillantes, tenter de s'insinuer dans le mien et me corrompre de l'intérieur. Cette créature était le mal à l'état pur. J'avais entendu des récits depuis peu sur le Geismagorn. Des légendes murmurées dans la peur et le dégoût. On disait qu'il était né des entrailles de la terre, un rejeton des dieux oubliés qui dormait dans les abysses du monde. Sa présence seule était une aberration, une violation des droits de la nature, une porte ouverte sur un chaos indescriptible. Et lors de ce combat, c'est exactement ce que je ressentais. Je n'avais jamais connu la peur jusqu'à présent, l'inquiétude certes, mais jamais la peur. Pourtant ma main tremblait, alors que je serrais la poignée de mon épée. Cet acier béni qui avait servi durant de multiples quêtes. Je savais que mes compétences de chevalier ou de chasseur, que mes prières et mes bénédictions seraient vaines contre une telle monstruosité. Mais je ne pouvais fuir, je devais tenir bon, même face à l'anéantissement. Le Geismagorn rugit, un son qui faisait trembler la terre, trembler les pierres et résonner les eaux. Il se jeta sur moi, une avalanche de griffes et de crocs. Je me lançai dans la bataille, sachant que je n'étais qu'un insecte face à ce titan. L'air était saturé de l'odeur de soufre et de mort, et le sol tremblait sous les coups titanesques de la créature. Je me battais avec une ferveur désespérée, esquivant et parant, cherchant une faille dans l'armure imprenable du monstre. Mais chaque coup porté était futile, chaque blessure infligée se refermait instantanément. Le Geismagorn était une entité au-delà de la compréhension humaine, un cauchemar incarné qui défiait toute logique et toute raison. Je sentais ma santé mentale s'effriter, ma volonté se briser sous le poids de son exigence monstrueuse. Cette monstruosité avait transformé jusqu'au monde autour de nous. Désormais, on semblait se battre dans les confins de l'enfer. J'étais brisé, tant physiquement que mentalement. J'avais l'impression de combattre le diable en personne, et que jamais, au grand jamais, je ne pourrais en venir à bout. Pourtant, le monde comptait sur moi, dans un dernier effort désespéré, alors que l'apocalypse régnait autour de moi. Je levai mon épée en signe de défi, implorant au fond de moi les puissances célestes de me donner la force de frapper un coup décisif, de ne pas me laisser tomber devant cette créature des enfers. Alors, avec un cri de rage, mêlé de désespoir, je chargeai vers le démon, plongeant mon épée dans le cœur du Geismagorn, son point faible qu'il montrait que rare fois, que j'avais perçu dans le chaos de la bataille. La créature hurla,
un son de pure agonie, et son corps se contracta violemment. Puis, dans un fracas assourdissant, le Ghesmagorn s'effondra, sa forme monstrueuse se désagrégeant. Le silence revint, un silence lourd et oppressant, chargé de la présence encore palpable de l'horreur. Je me tenais là, épuisé, meurtri, mais vivant. J'avais vaincu le Ghesmagorn, mais à quel prix? Mon esprit était à jamais marqué par le spectacle de sa monstruosité, et je savais que je ne serais plus jamais le même. Alors que l'on quittait les ruines de la forteresse, je savais que d'autres horreurs attendaient dans les ténèbres, des entités qui défiaient l'entendement humain. Mais je savais aussi que tant qu'il y aurait les chevaliers prêts à se battre, il y aurait de l'espoir pour l'humanité, même face à l'abîme. Alors que les Curios tombaient morts devant nous, on se disait avec soulagement que c'était la fin. Pourtant, malgré cela, un d'entre eux, luisant d'une lumière plus vive que les autres, s'envola haut vers le ciel. Une histoire finie, une autre commence. Mon aventure à Elgado aura été très différente de celle de Kamura, au final. Mais les deux auront été comme un grand roman, plein d'aventures, comme un grand conte que j'aurais pris plaisir à vous raconter. Il est temps pour moi de regagner le navire et de faire voyage vers Elgado, de récupérer mes affaires et de partir. Mon rôle à moi dans cette histoire que nous avons partagée est terminé. J'espère vous avoir fait découvrir des créatures fantastiques, des combats épiques et des personnages attachants. Moi-même, je me serais émerveillé devant la faune et la flore de ce vaste monde. Et jusqu'à la dernière minute, je prends plaisir au spectacle que la nature livre à nos yeux. Puis Fio aperçoit le village et me tire de mes rêveries en me disant « Nous sommes à la maison ». Un jour, Bilbo m'a dit que les grandes histoires ne finissent jamais, que chacun de nous doit aller et venir dans le récit. Son rôle dans ce conte touche maintenant à sa fin. Il n'y aura plus de voyage pour Bilbo, sauf un.